Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bienvenue. La promesse non tenue du président Macky Sall, Archange Faustin Touadéra, nouveau président de la République centrafricaine, la visite du Premier ministre Valls au Mali et au Burkina. Et si le temps nous le permet, cette visite le mois prochain de Barack Obama à Cuba. Telles seront les articulations de ce numéro du débat du dimanche, des sujets qui seront évoqués par nos invités. Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri, directeur de publication des Échos, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Une promesse électorale non tenue, du moins pour l'instant, lors de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012. L'on se rappelle cet engagement de Macky Sall de ramener de 7 à 5 ans le mandat présidentiel donc au Sénégal. Ce ne sera pas pour tout de suite, car conformément à une décision du Conseil constitutionnel, le mandat en cours du président prendra son terme en 2019. Un référendum sera organisé le 20 mars prochain pour le projet de révision de la Constitution. Etienne Fakaba Sissoko, elle vous inspire quoi, cette promesse qui ne sera pas tenue tout de suite du président Macky Sall? Que tout ce qu'on pense des hommes politiques africains, que c'est de la réalité, que pendant les campagnes, les nombreuses promesses qui sont distillées ça et là ne sont en réalité que pour endormir le peuple, et qu'une fois au pouvoir, ayant goûté aux délices du pouvoir, change tout de suite d'avis. Sinon, comment comprendre que Macky Sall revienne sur une décision sur une promesse qui pourtant a été très bien accueillie par les observateurs et par le peuple sénégalais dans sa large majorité. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on essaye d'organiser un référendum, et un référendum qui ne prendra pas en compte le mandat qui est actuellement en cours. Ce qui pour moi relève plus de la diversion, relève plus de l'amusement qu'autre chose. Alexis Calambri. Non, j'ai trouvé les réactions très sévères. C'est vrai qu'il a promis et il a fait de son mieux pour le moment, parce qu'il a annoncé. Je ne comprends pas que les gens veuillent qu'il fasse fi de l'avis du Conseil constitutionnel. C'est vrai, c'est consultatif, mais ils ont quand même émis un avis. Il a décidé d'en tenir compte. À partir du moment où, dans tous les cas, il y aura certainement cette révision qui ne s'appliquera pas au mandat actuel, mais déjà c'est courageux pour moi d'avoir révisé pour le futur. Non, je pense que les réactions sont disproportionnées. Vous aurez la parole, Étienne. Le problème, ce n'est pas un problème d'hommes politiques africains, comme le dirait M. Étienne. Le problème sont les hommes politiques d'une manière générale. C'est valable, on l'a vu dans d'autres pays, ça a été valable. Ils ne tiennent pas les engagements qui tiennent les propos de campagne. Mais le problème de M. Macky Sall, c'est qu'il se cache désormais, il se range derrière l'avis de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Alexis, c'est un avis consultatif. Il peut, 5 ans après, dire, écoutez, moi, je veux respecter ma parole, je m'en vais. S'il démissionne 5 ans après d'avoir pris le pouvoir, il est évident qu'on refait les élections. Donc c'est un faux pas. Il y a des difficultés économiques dans son pays. La majorité présidentielle qu'il a porté au pouvoir n'est plus la même majorité, il y a des dissensions déjà, et c'est un nouveau carton, je dis rouge, pour M. Macky Sall. Un carton rouge, Dame Cham. En tout cas, c'était une promesse électorale de Macky Sall. C'était une promesse, mais pas ex nihilo, c'est-à-dire c'était une revendication de la société civile et d'une grande partie de la classe politique. Et Macky Sall a dit qu'il ramènerait le septennat à un quinquennat et qu'il se l'appliquerait. Bon, ça ne s'est pas fait parce que apparemment la Cour constitutionnelle dit que ce n'est pas faisable. Il y a des juristes qui disent non, mais dans ce cas tu recours à un référendum. Alors, ce qui est certain, c'est que le référendum qu'il va faire maintenant pour passer du septennat au quinquennat
n'a pas la même valeur, parce que rien ne nous dit que Macky Sall sera reconduit au prochain mandat. Mais le septennat, c'est ça l'institution politique au Sénégal. Le quinquennat n'a été introduit que par Wade en 2001 et il a rétabli le septennat en 2008. Et je pense aussi que, très franchement, il y a beaucoup de bruit autour de quelque chose qui me paraît relever de la forme. La vraie question, c'est que ce soit un septennat ou un quinquennat, qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple? Qu'est-ce que les chefs d'État africains font pour leur peuple? Pourquoi est-ce que d'un État à l'autre, on est dans les kleptocraties et dans les oligarchies? Pourquoi est-ce que la jeunesse est partout en désarroi en Afrique, alors que des pays qui, comme Singapour, la Malaisie, étaient dans la même situation que nous il y a juste quelques années, sont aujourd'hui des pays émergents? Ok. Quel est le problème de ceux qui protestent? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas confiance en ce Conseil constitutionnel ou bien qu'on ne fait pas confiance à l'institution qu'est le président de la République? Sinon, quand on est républicain, démocrate, on peut peut-être aller à un référendum. Quel est le problème? Non, je pense que ceux qui sont horrifiés du fait il fait, comme vous disiez tout à l'heure, un rétropédalage, à la limite, sont peut-être pressés. C'est vrai que son pouvoir a beaucoup de problèmes. Et le Sénégal a ceci d'avantageux que il y a quand même une sincérité des urnes. Donc, certainement, certains se disent, dans un avenir proche, on peut effectivement voir, disons, un changement de pouvoir. Sinon, dans les faits, il n'a rien fait de contraire à la loi. Oui, Etienne. En Afrique, la parole est sacrée et le respect de la parole est une vertu. Cela doit être de mise que l'on soit président de la République ou simple citoyen. Au-delà du respect de cette parole-là, il y a aujourd'hui les problèmes qui ont été évoqués, les problèmes de croissance économique, les problèmes de gouvernance, les problèmes de liberté d'expression. Tous les problèmes aujourd'hui qui sont les problèmes des Sénégalais ont atteint un niveau où ceux qui l'ont porté au pouvoir il y a quelques années ne sont plus avec lui. Ni dans sa majorité, ni même ceux de la société civile qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus en Macky Sall comme étant l'homme du changement qui avait été mis au pouvoir. Donc aujourd'hui, avec ce recul, il traîne les pas pour justement continuer à faire souffrir le peuple sénégalais qui veut tourner une page. Ça a été le cas avec justement son prédécesseur qui a rétabli, comme Adam le disait tout à l'heure, les 7 années. Et on a vu à la fin des 7 années, le Sénégal était au bord de l'implosion. Parce que personne ne voulait... Je vais préciser ma question. Donc aujourd'hui, son bilan fait que les Sénégalais sont pressés qu'il s'en aille. La réduction du mandat est justement l'occasion. Je ne crois pas du tout cela. Il a quand même toujours, monsieur Macky Sall a toujours la majorité à l'Assemblée nationale. On n'a pas vu au sein de sa majorité des gens se lever pour dire... Au Mali, on a toujours la majorité. On parle du Sénégal, on va parler du Sénégal, revenir au Mali si vous voulez. Pour l'instant, on est au Sénégal. On reviendra au Mali si vous voulez. Moi, ça ne me fait pas peur. Voilà. Et donc, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas le problème. Mais disons qu'il y a un contexte par rapport à votre question, parce que Étienne répond à la question à laquelle il se pose lui-même. C'est ça son problème. Le problème, c'est qu'il y a le contexte. C'est-à-dire qu'il y a un contexte de crise économique au Sénégal. Il y avait des slogans qui n'ont pas été respectés. Il y a des engagements politiques qui n'ont pas été respectés par le président Macky Sall. Et ça ne dépend pas seulement de lui. Avant d'arriver au pouvoir, vous avez l'impression que vous avez la baguette magique pour régler tous les problèmes. Donc il y a ce contexte-là, effectivement, qui fait que les gens se disent, il commence par en avoir marre, il faut qu'il respecte la parole donnée, il a promis du travail aux jeunes, les jeunes n'ont pas de boulot, il y a eu des problèmes de délestage, il y a eu des problèmes économiques, etc. Donc, effectivement, le contexte politique, le contexte socio-économique n'est pas favorable au président Macky Sall. Adam Thiam, on va donner la parole à Adam. Le Sénégal, c'est un exemple de démocratie en Afrique, mais nous lorgnons beaucoup plus du côté de la France. Mais en France, Chirac, à un moment, avait initié le même projet, ramener le septennat au quinquennat, mais finalement, il est allé au bout du septennat.
Oui, non, mais il n'y a pas à dire. C'est-à-dire que Macky Sall a promis. Je pense que cette affaire est du plus mauvais effet sur son image. Mais ça n'est pas forcément un problème pour la démocratie sénégalaise. Et je crois que la démocratie sénégalaise reste encore une des plus dynamiques en Afrique. Et je reviens moi à ce que j'avais dit avant. C'est vrai, quand tu as promis, il faut le faire. Mais il aurait pu ne pas promettre le septennat, le quinquennat, il serait resté dans le septennat. Mais la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait du septennat? Qu'est-ce qu'on fait du quinquennat? C'est-à-dire, il ne faut pas que les Africains restent dans le débat cosmétique. C'est-à-dire, ce qui est important, ce n'est pas la forme de la démocratie, c'est le contenu. Et la démocratie, c'est un raccourci pour le bonheur, pour le bien-être général. Ça veut dire donc une très très bonne gouvernance des ressources. Ça veut dire la séparation totale des pouvoirs. Ça veut dire des élections transparentes et sincères. C'est ça le contenu de la démocratie. Mais la question du mandat, le septennat ou le quinquennat, pour moi, est relativement secondaire. Et d'ailleurs, peut-être il vaut mieux pour nos pays avoir des septennats, parce que si tu as des septennats, tu économises à peu près 20 milliards tous les 10 ans, n'est-ce pas, pour les élections. Et 20 milliards, c'est beaucoup d'argent qu'on peut investir dans les écoles, dans les rues, surtout que nous sommes toujours en crise électorale perpétuelle. Surtout que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quand même la clause de l'alternance qui est déverrouillée presque partout où il y a un quinquennat. Okay. Oui. L'hypothèse de Adam n'est pas bonne dans la mesure où dire qu'on économise 10 milliards pour 2-3 mandats, c'est oublier de dire en même temps que pendant ces 7 années-là, qu'il peut y avoir des détournements, qu'il peut y avoir des situations... C'est pourquoi j'ai dit qu'il vaut mieux, il vaut mieux gouverner, justement, gouverner les ressources. Donc on ne peut pas dire qu'on va économiser sur quelque chose pendant que les fonds publics sont dilapidés, pendant que la bonne gouvernance est installée, pendant que les jeunes sont au chômage, pendant que tous les problèmes que nous... Je ne t'arrête pas, je veux juste que tu comprennes que ce que j'ai dit, c'est ce qui est important, c'est la bonne gouvernance des ressources. C'est exactement, je l'ai dit, c'est justement cela la question fondamentale, c'est de dire aujourd'hui que, compte tenu de la situation du Sénégal, qu'un septennat va être un calvaire pour le peuple sénégalais, dans la mesure où les 3 premières années n'ont pas été à hauteur de souhait. Et l'un des engagements forts de Macky Sall, c'était cela. L'un des engagements forts de Macky Sall, c'était la réduction du taux de chômage. C'était la relance économique. Et toutes ces questions, aujourd'hui, sont on n'est pas sur ce chapitre, on n'est pas en train de parler du bilan de Macky Sall, mais de le projet du les conséquences, justement, si ce sera un calvaire ou pas. Même son bilan, je ne vois pas sur quoi Étienne se base pour dire que ce bilan est mauvais. Vous vous basez sur quoi? Justement, il parle dans l'absolu et dans la prophétie. Voilà, il fait de la prophétie. Il est radicalement toujours. Sur ce chapitre, on n'est pas en train de décortiquer le bilan de Macky Sall, mais le projet de révision par rapport au septennat. Si vous comprenez, M. Sall, le président Sall, était presque seul. Disons, l'obstacle est d'abord venu de son camp. Son entourage, son parti, tout le monde s'est opposé au fait. Pourtant, quand il l'annonçait, ces gens étaient là, il n'y a pas de débat. Mais à la limite, c'est contre-productif le fait de vouloir aller tout de suite. Je suis d'accord que les élections sont des moments de dépenses, sont des moments de troubles à l'ordre. Donc, aller à 7 ans, pour moi, ce n'est pas dérangeant. Surtout que le projet n'est pas abandonné. Seulement, ce n'est pas applicable tout de suite. Ça n'a pas la même valeur. J'en conviens, mais je dis, je ne comprends pas les réactions qui font comme si, à la limite, il a trahi sa parole. Il a mis la forme, il l'a annoncé au moment où personne ne s'y attendait. Il l'a annoncé, il a consulté démocratiquement les structures à même de donner leur avis, qui ont donné des avis contraires. On lui reproche à la limite d'avoir à respecter la parole
d'un conseil. Bon, quand même, il aurait dû savoir avant de faire la promesse que seul, il ne peut pas le faire sans l'avis du Conseil constitutionnel. Mais Serge, l'autre question, ce projet de septennat à quinquennat occulte les autres points qui sont prévus dans ce projet de révision constitutionnelle. Il y a d'autres points, il y a d'autres institutions qui devraient être toilettées. Est-ce qu'on a finalement trop peur d'aller à des réformes constitutionnelles? Je pense que les gens se limitent, et ça c'est valable aussi pour les autres pays, on se limite aux réformettes au lieu de faire de véritables réformes. Mais si ça a polarisé l'attention des gens, le problème du quinquennat ou du septennat, c'est parce que c'est le pouvoir. C'est-à-dire, il va rester pendant 7 ans, alors que d'autres pensaient qu'au bout de 5 ans, ils seraient partis, ce serait peut-être leur chance. Est-ce que vous voyez? Il faut pouvoir, à mon avis, avancer dans le débat, prendre acte de ce que la Cour a dit, parce que, bon, la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle, c'est un recours important dans une république qui fonctionne. Il faut avancer et que le président du Sénégal puisse travailler pour le bonheur des Sénégalais pendant 7 ans. Ok. Voilà. Deuxième thème de l'émission avec la République centrafricaine et ce nouveau visage du pouvoir. Faustin Archange Touadéra, 58 ans, mathématicien de formation, ancien recteur de l'université de Bangui et ancien premier ministre de Bozizé. Il l'emporte avec près de 63% des voix selon les résultats provisoires annoncés par l'autorité nationale des élections. Le candidat malheureux Anissé Georges Dologuélé a déclaré qu'il n'introduirait pas de recours. Dologuélé que nous écoutons ici justement. Vite, même militants, sympathisants et alliés à garder le calme dans l'esprit de notre devise et à accompagner le nouveau président de la République dans l'œuvre de réconciliation et de redressement de notre cher et beau pays. Voilà, ça commence à être très fréquent, ces candidats qui perdent et puis qui ont l'élégance, la gentillesse de reconnaître leur défaite. Peut-être, Serge, tant mieux pour la démocratie sur le continent. Tant mieux. Je me souviens au Mali, Soumaïla Cissé à l'époque, vous qui parlez du Mali, Soumaïla Cissé le même soir a dit oui, je suis allé reconnaître ma défaite chez mon grand frère. Il faut être sportif. Burkina Djabré aussi. Etc. Et donc voilà, donc c'est tout à fait normal. Ce qui est intéressant dans l'affaire, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est une leçon pour la classe politique, les classes politiques africaines, parce que de plus en plus on peut avoir ce genre de surprise dans un pays comme le Mali, dans un pays comme le Sénégal, dont on parlait tout à l'heure, comme la Guinée, ailleurs, où vous avez des candidats. Il est quand même un peu du sérail, parce que c'est un ancien Premier ministre, mais vous avez vu, là aussi, les journalistes se trompent, les analystes se trompent. Enfin, le rôle d'un analyste, c'est aussi de se tromper. Personne ne misait sur lui et il a été choisi. Peut-être que c'est une bonne chose pour son pays. Alexis, justement, oui. Personne ne l'attendait, Dologuélé. Oui, c'est l'université. Je pense que c'est un enseignant. Et je pense qu'il a misé sur ça, mais à la limite, c'est vrai qu'il est arrivé deuxième. Donc, Dologuélé est plus médiatique que lui. Donc, c'est vrai que il y a des gens qui sont souvent médiatiques. Les Banguissois même disent c'est tel le candidat du peuple. Donc, moi, ce que je retiens surtout, effectivement, c'est l'élégance du perdant qui, pour éviter au pays déjà en crise d'autres crises, a décidé de reconnaître et de ne pas aller à des réclamations. Mais c'est une élection interpellation, parce que c'est vrai que il n'a pas connu notre plébiscite, mais c'est une forte interpellation aussi. Il était le candidat du peuple. Votre candidat Étienne. Je ne le connaissais même pas. Étienne non, moi je l'appelais 6 fois par jour. Je vais te dire, c'est un homme qui me fascine. Au-delà du fait que c'est un enseignant, comme quoi, au-delà du fait que c'est un enseignant, voilà quelqu'un qui, quand il était Premier ministre, juste après les conseils de ministres, venait donner ses 2 heures de cours, ses 3 heures de cours et retournait dans son bureau. Voilà quelqu'un d'une modestie incroyable. Et aujourd'hui, après la crise, ou en tout cas dans la situation actuelle de la République centrafricaine, ce dont ils ont besoin, c'est d'un homme de paix. Et aujourd'hui, il incarne ces valeurs-là qui peut faciliter le processus de réconciliation. Parce que ce qui était en jeu, c'était l'instrumentalisation de la religion, l'instrumentalisation des ethnies pour créer le chaos dans ce pays-là. Et aujourd'hui, le principal défi auquel il aura à faire face, et d'ailleurs lui-même il le reconnaît, va être le défi de la réconciliation, va être le défi de l'apaisement. Et cela, à mon humble avis, j'espère qu'il va relever ce défi-là. Adam Thiam. C'est vrai qu'il n'était pas attendu à l'extérieur,
Touadéra, mais à l'intérieur, il était connu, il était apprécié pour ce que Étienne vient de dire, et donc d'une très grande humilité, d'une grande conscience professionnelle. C'est lui qui a aussi rétabli la situation financière quand il est venu comme Premier ministre sous Bouzizé. Il a bancarisé les salaires. Mais je crois que ce qui s'est passé réellement, c'est que il a bénéficié d'une dynamique du tout sauf Dolo-Guélé. Okay? C'est pour, en fait, et si vous voyez bien son score, il a fait 222% de plus qu'au premier tour de voix, et on sait que c'est Martin Ziguélé effectivement qui a été son principal soutien. Mais son discours avait aussi plu. Son programme, sa priorité première, c'est la paix. C'est la priorité deuxième, c'est la paix. La priorité troisième, c'est la paix, parce qu'il dit que sans la paix, il n'y a rien. Les gens ont même peur d'aller au champ. Donc, il a su parler au peuple centrafricain. Mais la vraie question en Centrafrique, ça n'est pas en Centrafrique comme dans d'autres pays, ce n'est pas tant l'élection de Touadéra que la configuration du Parlement. Or, les élections législatives avaient été annulées et elles sont en train d'être reprises aujourd'hui. Oui, 63% Alexis Calambri, ce n'est pas rien. En lui octroyant ce score-là, est-ce que le peuple a voulu lancer un message? Oui. Finalement, tout le monde adhère à ce projet de paix. Non, c'est vrai, il y a une forte attente par rapport à la paix et à la réconciliation. Mais en même temps, pour moi, il part avec quelques handicaps. Le premier, c'est justement cette attente qui ne pourrait pas être comblée par un président de transition. Et deuxièmement, ce sont ses soutiens qui constituent ses faiblesses. On l'a dit, c'est le dernier Premier ministre de Bouzizé. Il a été soutenu par la transition qui a été catastrophique. Je pense que rapidement, s'il ne parvient vraiment pas à se démarquer ou en tout cas à montrer une certaine indépendance, autonomie par rapport à ses soutiens, c'est vraiment un boulet qu'il va traîner, mais en tout état de cause, ce n'est pas gagné pour lui dès le départ. Je pense que pour reprendre ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était celui qui était vraiment le moins plongé dans le marigot politique local. Il était resté plutôt à la margelle du puits. Et que effectivement il a insisté sur le vocabulaire paix. Il faut vraiment qu'il réconcilie les Centrafricains. Je pense que la transition a été catastrophique. Madame Panza, moi personnellement, de ce que j'ai vu de loin, elle a totalement déçu. Il faut qu'ils reprennent le pays en main. Il faut permettre aux anciens présidents de rentrer, parce que tant qu'ils ne vont pas rentrer, ils vont animer des groupes armés probablement. Vous avez vu peut-être le petit gagnant dans l'affaire, c'est un peu M. Bouzizé, parce que les deux ont été ses anciens premiers ministres, même s'il a appelé à voter M. Dolo-Guélé, et que vraiment les Centrafricains puissent faire la paix et que tout le monde rentre. Voilà. Oui, Étienne, la Centrafrique, c'est un pays carrément à terre économiquement. Est-ce que la relance économique, justement, ça va être un des autres défis du nouveau président? Absolument. Et le défi de la réconciliation, s'il arrive à gagner cela, s'il arrive à gagner le défi de la paix, aujourd'hui, la communauté internationale a l'œil sur la Centrafrique et est décidée à accompagner ce pays-là. Donc les investisseurs étrangers pourront venir facilement, et lui, à travers les politiques économiques qu'il mettra en place justement dans le cadre de l'amélioration du cadre des affaires, dans le cadre des mesures fiscales ou réglementaires qui pourront justement faciliter la création d'entreprises, la création d'emplois. Je pense que de son programme, c'est des choses qui sont déjà prévues. Est-ce qu'il faudrait un plan du type de ce dont le Mali a bénéficié? Puisque pendant la campagne, j'ai entendu un des candidats faire allusion à cela. Un plan, une conférence des donateurs, une véritable... En tout cas, jusque-là, après la conférence de Paris, dont on est jusqu'à ce stade, on ne voit pas les retombées justement. Et dans la visite du président, du Premier ministre, on va en parler pour dire que ces genres de conférences-là, c'est certes des vitrines pour que les entreprises nationales puissent rencontrer d'autres entreprises internationales, mais qu'au-delà de ça,
ce n'est rien n'est gagné d'avance. Ok, le Mali justement dont on va parler, le Premier ministre français était en visite ce week-end au Mali et au Burkina Faso, de Bamako à Ouagadougou en passant par Gao. Manuel Valls a réitéré à ses interlocuteurs l'engagement de la France à lutter contre l'ennemi commun qu'est le terrorisme à travers le partage, l'action, le renseignement et la mise en œuvre de projets de développement. Nous l'écoutons ici au micro de notre reporter Daouda Kamaté. C'était à son arrivée. Nous allons avec le ministre de la Défense français, avec le ministre de la Défense malien. Nous rendrons à Gao. Ce sera l'occasion de faire le point, à la fois avec les troupes françaises, avec bien sûr l'armée malienne et puis avec la MINUSMA pour faire un point très précis sur la situation. Mais nous avons la volonté, je viens de le rappeler au président Keïta, de poursuivre cet engagement parce que la lutte contre le terrorisme, contre la violence, c'est un combat commun que nous menons avec le Mali, ici depuis 3 ans et avec des résultats qu'il faut saluer car la démocratie est aujourd'hui de nouveau là, au Mali, et la réconciliation est en marche et c'est ça qui me paraît important, mais il faut faire le point pour voir tout ce qui peut être amélioré pour gagner en efficacité contre ces groupes terroristes et contre la barbarie qui cherchent à frapper les valeurs communes que nous partageons avec le Mali. Oui, Adam Thiam, est-ce que cette visite peut changer la donne sécuritaire au Mali, au Burkina et puis accélérer le processus de paix et de réconciliation? Oui, d'abord, moi je ne sais pas pourquoi il est venu. Même si c'est un habitué du Mali, en tant que maire d'Evry, il est venu plusieurs fois, il est allé dans la région de Caille. Il est très apprécié dans cette région, mais cette fois-ci, je ne sais pas à quel objectif précis répond cette visite. Alors, si c'est une visite contre le terrorisme, c'est quand même très fréquent et je ne sais pas pourquoi c'est le Premier ministre de France qui vient pour ça. Et je crois que sa visite n'est pas forcément la réponse effectivement la plus pertinente à la question du terrorisme. Mais en même temps, c'est important de savoir qu'il est venu ici après l'attaque de Radisson. Il est allé au Burkina Faso. Le discours qu'il a tenu est surtout le discours sécuritaire. Donc on a presque envie de lui accorder le bénéfice du doute. Mais le timing de sa visite, franchement, maintenant, ne me semble pas relever forcément du sécuritaire. Oui, Etienne Fakaba Sissoko. Il est venu prendre les honneurs, il est venu pour être décoré. Sinon, aujourd'hui, en termes d'impact sur l'aspect sécuritaire, en termes de lutte contre le terrorisme, moi, je ne vois pas l'utilité de sa visite. Dans la mesure où, aujourd'hui, on peut dire que, certes, l'avancée des groupes terroristes vers le sud a été stoppée ou du moins a été maîtrisée dans une certaine mesure, mais aujourd'hui, le principal obstacle dans le processus de mise en œuvre de l'accord, c'est toujours la menace terroriste. Et le principal élément, c'est Yad Agali. Et aujourd'hui, le groupe qui existe au Mali, qui a cette vocation de lutter contre le terrorisme, c'est Barkhane. Et les résultats de Barkhane en matière de lutte contre le terrorisme sont catastrophiques. Et aujourd'hui, quand moi j'entends le Premier ministre dire que les résultats ont été atteints, j'aimerais bien qu'on nous parle de quels résultats il s'agit. S'il s'agit de la sécurisation du Mali, s'il s'agit de la lutte contre le terrorisme au Mali, s'il s'agit de permettre au Mali de retrouver sa sécurité d'antan, alors je dis que nous ne parlons pas du même pays. Alexis Calambri. Oui, en même temps, on ne peut pas dire que Barkhane est catastrophique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé sans Barkhane. Et surtout excusez-moi là, c'est-à-dire ce n'est pas un pays indépendant et digne et souverain.
pourquoi tu te réfugies constamment derrière une armée étrangère? C'est vous qui avez appelé la communauté internationale quand nous on marchait justement. Non, pas de vous, pas de nous. On est ici sur le plateau. Non, je veux dire ceux qui pensent. Non, quand je dis vous, je veux dire ceux qui pensent que la communauté internationale aurait dû intervenir à l'époque au Mali. On n'a pas une armée. Donc pas Adam en tant que. On a une armée. On a une armée. Ok. C'est à elle qu'on doit reprocher. Etienne, on va parler un à un. Vous avez eu votre temps de parole. Après, il se peut qu'on vous donne la parole. On laisse Adam réagir ensuite. Non, Alexis. je dis simplement, moi je suis mal à l'aise en tant que Malien d'entendre, alors qu'on peut reprocher la même chose à mon armée, qu'une armée dans notre pays n'est en train de rien faire sur le front de la lutte contre le terrorisme. Je trouve que c'est même un peu scandaleux de la part de quelqu'un qui a à la bouche le discours souverainiste et nationaliste de mon Alexis Calambri. Maintenant, pour parler de la visite de M. Valls, personnellement, je me suis convaincu qu'il y a un agenda caché qui n'a pas été révélé. On a essayé de scruter ses propos et la composition de sa délégation, mais ça ne permet aucune lecture par rapport à la sécurité, par rapport à ce qu'on ne peut pas dire voici la raison qui l'a amené tout de suite. Donc j'imagine qu'il y a autre chose. On cherche peut-être que... Serge doit savoir. Voilà. Moi, ma lecture, j'ai plusieurs grilles de lecture. Sa visite a un côté Troisième République sur deux plans, c'est-à-dire les discours et les décorations. Vous avez vu, ils se sont bombardés de décorations, pas seulement du côté français, du côté malien également. Vous avez vu des ministres debout, décorés, etc. Donc il y avait ça, je pense. Ensuite, il y a un côté routine. Il fallait venir. Donc le Premier ministre voyage... le président de la République ne peut pas voyager tout le temps, donc le Premier ministre effectue ce voyage-là. Mais vous voyez qu'il n'est pas venu seul. Jean-Yves Le Drian était avec lui. Et comme si Jean-Yves Le Drian restait, entre guillemets, toujours le ministre des Affaires étrangères de la France dans ces pays où il y a une crise. Partout où c'est sécuritaire, c'est eux. Oui, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense n'était pas obligé de venir quand le Premier ministre arrive, je veux dire. Donc, je ne veux pas dire qu'il le marquait à la... Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire, mais ils étaient là. Donc, mais ensuite, il y a quand même deux symboles. C'était ils vont au Mali, sont d'abord allés à Gao, donc c'est une espèce de politique intérieure de la France, puisqu'il va rendre visite aux troupes françaises. Mais de l'autre côté, il va quand même au Mali et au Burkina, deux pays qui ont été, comme l'a dit Adam tout à l'heure, récemment frappés par le terrorisme. Il n'y a pas eu de grande annonce, donc c'est pour ça que je dis que c'est une visite de routine, mais probablement nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Il y a eu probablement des entretiens auxquels on n'était pas à ces entretiens, donc ils se sont dit des choses. On a parlé du volet. Va sans doute me répondre. On a parlé du volet. Non, on va vraiment avancer. On va avancer dans le débat. On a parlé d'un volet économique. On a parlé du volet économique avec les entreprises françaises peut-être qui se portent très bien. Mais Etienne, est-ce qu'il faut tout le temps faire le procès à la France qui défend si bien magistralement ses intérêts alors qu'on a des dirigeants? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas s'attaquer à nos dirigeants s'ils ne peuvent pas négocier les intérêts du Mali plutôt que d'accabler tout le temps la France? C'est normal, un pays peut avoir des intérêts, mais il faut que le Mali aussi ait ses intérêts, que les leaders du Mali puissent défendre les intérêts du Mali. Est-ce que ce procès-là, il ne faut vraiment pas sortir de ça? Il n'est vraiment pas temps de quitter dans ça, comme le disent les Ivoiriens. Le procès existe et le procès existera toujours dans la mesure où c'est des rapports de force. Et aujourd'hui, les rapports de force sont défavorables au Mali. D'où la présence justement de la France ici. Maintenant, que la France soit là, c'est pas ça le problème. Mais la France est là pour un objectif et pour défendre des intérêts et des Français. Et le Mali, aujourd'hui, l'intérêt que le Mali doit avoir de cette présence-là... Qui doit défendre les intérêts du Mali? Qui doit défendre les intérêts du Mali? C'est les Maliens d'abord. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le fait de dire que la Barkhane est là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et que la lutte contre le terrorisme n'est pas une réalité au Mali et que c'est cela qui doit justement être la réalité dans notre pays. Ça, c'est défendre notre intérêt. Si nos autorités ne le font pas, c'est notre devoir en tant que citoyens de le faire. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, au-delà de ce discours-là, il est clair aujourd'hui que nous devons voir le volet économique.
Parce que vous avez suivi la conférence des donateurs, vous avez suivi les contrats qui ont été signés, vous avez suivi la convention que le ministre de l'Emploi, Babi, a signée justement avec les ministres français. Et tout cela, aujourd'hui, on s'interroge sur le devenir de ces conventions et de ces projets-là. Parce qu'on ne voit pas de retombées. Donc nous, on en a marre maintenant qu'on nous bourre les oreilles tout le temps avec des discours creux et qu'on est toujours fin. Ok, on vous a laissé parler jusqu'à la fin. Juste pour aussi poser cette question, Alexis Kalambiri aussi, certains Maliens auraient aimé entendre que à la faveur de cette visite, que la France puisse dire que la France essaie de ramener encore le Mali au niveau de Kidal, mais peut-être c'est fini, il ne faut pas attendre quelque chose de la France pour être à Kidal. C'est aux Maliens eux-mêmes, par leurs moyens, d'arriver à Kidal. Je pense, on a un niveau maintenant où les rapports de force doivent évoluer au niveau des arguments. C'est-à-dire, si on a des gens comme Étienne capables de porter la parole, il y a... pour d'abord le suivre sur son terrain. Ce que je dis est même valable pour d'autres pays africains. Si vous prenez la Centrafrique dont on parlait tout de suite, le pays est immensément riche. Ils ont beaucoup de ressources, mais pourtant c'est un pays économiquement à terre. Les richesses sont exploitées par d'autres et ça va ailleurs. Il suffit juste que nos activistes se mobilisent contre tout ça, qu'ils ne soient pas seulement dans cet aspect-là. Et pour revenir ici, effectivement, je pense que il y a un plan qui se déroule actuellement. Ça va prendre du temps. On a vu ce que EITM a fait, ce que ECAP a fait. La semaine dernière, il y avait dans la presse des infos sur des armements. Je pense que ça va être laborieux, mais il faut qu'on parvienne à nous mettre dans la tête que nous n'avons qu'à compter que sur nous-mêmes. Oui, il ne fallait pas s'y attendre. Adam, un petit mot sur Kidal, sur l'absence ou la présence de l'État malien à Kidal lors de cette visite de Manuel Valls. On n'en a rien attendu, ou peut-être on n'était pas dans les secrets. Oui, il y a toujours un silence anormal sur Kidal. Mais le silence anormal sur Kidal, mais il y a aussi un très grand paradoxe de la part du Mali. Parce que si vous voyez bien, le principal artisan de l'accord dit d'Alger, c'est l'Algérie. Mais demander à n'importe quel ressortissant du Nord, il te dira que c'est l'Algérie qui protège Iyad Agali. Alors, tu ne peux pas être à la fois la solution, le problème et la solution du Mali. Et je pense que le danger de se focaliser chaque fois sur la France, qui n'est sans doute pas innocente, c'est d'occulter effectivement le rôle de l'Algérie. Vous voyez bien, Iyad, chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est vraiment élogieux. Au niveau officiel, c'est élogieux, c'est elle qui nous a aidés à faire l'accord. Mais vous demandez aux sécuritaires, aux militaires, ils vous diront il y a bien un pays qui protège Iyad, sinon on l'aurait déjà eu. Il y a un débat dépassé qui va intervenir. Je me souviens ici, il n'est plus là d'ailleurs, on ne le voit plus. Mamadou Camara, il a promis revenir, j'espère qu'il va revenir un jour. Oh non, il doit revenir. Voilà, il doit revener. Où il disait au début. C'est pas qu'il fuit, il va revenir. J'espère qu'il ne fuit pas le débat. Il disait au départ, oui. Comme Mamadou Diallo d'ailleurs. Oui, ils sont nombreux d'ailleurs, parce que Africa lui a servi à un moment de se faire connaître. Ils sont partis, ils nous ont abandonnés. Et nous sommes toujours là. Mais c'est un débat dépassé qui va intervenir, l'armée malienne devant, les autres derrière. C'est un débat dépassé. Et vous n'êtes pas soudanais. Moi, j'ai connu des Soudanais. Et j'en connais encore. Ce n'est plus le débat aujourd'hui. Le débat est totalement dépassé. Si l'État malien a les moyens de récupérer une partie de son territoire, il a le droit de le faire. Il y a des accords, vous respectez les accords, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes revenu sur les accords parce que vous les reconnaissez désormais, il faut les appliquer. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ça la réalité. J'ai lu, il y a 2 jours, un ancien Premier ministre qui a dit qu'il ne regrettait pas d'être allé à Kidal et que si c'était à recommencer, il aurait fait la même chose. Nous sommes en démocratie, chacun dit ce qu'il veut dire. Mais en termes d'action, ce sont ceux qui sont élus qui doivent pouvoir aider le Mali à se tirer d'affaires. Mais pas des gens comme Étienne. D'accord. Parce que la parole ne règle rien. Okay. Seydou Badian Kouyaté nous a dit les livres font la révolution. Mais c'est vrai, les livres peuvent faire la révolution. Mais s'il y a un coup de pétard sur ce plateau de télé, nous sommes 4 journalistes, Étienne sera le premier à partir. Oui, Étienne, ensuite on va faire réagir. Je ne répondrai pas aux provocations, rassure-toi. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas
nous demander de reléguer ce débat au second plat, dans la mesure où tous les problèmes que le Mali a aujourd'hui, c'est parce que justement notre armée nationale n'a pas toute sa capacité d'action. Et donc aujourd'hui, le travail qui nous incombe, nous, en tant que citoyens, c'est d'abord de mettre pression sur nos autorités pour que l'armée retrouve cette force-là. Et deuxièmement, l'accord de paix qui a été signé, que je rappelle qui est mauvais justement, mais qui a été signé et qui aujourd'hui est le document de travail. Dans la mise en œuvre de l'accord, on traîne parce que justement il y a un groupe terroriste qui bloque la mise en œuvre de cet accord-là. Et le principal instigateur du blocage de la mise en œuvre de cet accord-là se trouve être l'ami des pays qui sont censés être des amis du Mali. Donc vous voyez que dans tout ce temps, oui. C'est pas que la France. Moi, je l'ai toujours dit sur la question de l'Algérie, même la négociation des accords en Algérie. J'ai été l'un de ceux-là ici sur ce même plateau à dire que c'était un mauvais choix. Mais vous m'avez tabassé ce jour-là. J'ai failli rester. Pour terminer simplement, pour dire aujourd'hui que nous avons des autorités qui sont en panne d'inspiration. Nous avons des autorités qui aujourd'hui ne peuvent pas répondre aux préoccupations des Maliens. Sinon, des groupes armés se mettent d'accord pour rentrer à Kidal sur la base d'un document signé en dehors du processus de paix. Pourquoi est-ce que l'armée nationale, pourquoi est-ce que l'État du Mali ne fait pas la même chose pour que l'administration... D'accord, Alexis Calambri... Tout juste dire que les 4 responsables, les 4 principaux responsables de ces groupes armés sont actuellement à Bamako. Étienne, faire de la politique, ce n'est pas que crier sur les bateaux. Alexis Calambri... Non, ce que je voudrais juste ajouter... Moi, je me fie au fait. Les 4 sont là. Et il y a des rencontres qui se déroulent actuellement. Je reste donc, sur les... C'est un scoop. D'accord. Tu es quelqu'un qui n'a pas encore bouclé. Alexis a la parole. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que les faiblesses de l'armée auraient dû être comblées par la diplomatie. Mais effectivement, sur le terrain, c'est notre diplomatie qui est plus faible que l'armée. Depuis la signature de l'accord, on ne sent pas l'action diplomatique. Je ne parle pas des diplomates en tant que tels, mais tous qui doivent travailler à la mise en œuvre de l'accord, si mauvais soit-il, mais quand même c'est un accord. Et à la limite, on est en droit de se dire si l'accord existe, de se demander si l'accord existe. À Kidal, on a pu faire référence à Anefis. On a trop tiré la couverture sur le Mali. Manuel Valls, il était au Burkina Faso également. Il a visité le Cappuccino et puis Splendid Hotel. Une convention même de 9 millions d'euros a été signée. Adam Champ, c'est important aussi que le Premier ministre français vienne au Burkina après ce qui s'est passé le 15 janvier. Alors, oui, c'est bien. C'est-à-dire le Burkina, il est venu au Mali, comme au Burkina, pour montrer la solidarité au plus haut niveau, enfin, sauf celui du président de l'État français. Mais voyons ce qui s'est dit au Burkina. Au Burkina, le Mali a été épinglé, c'est-à-dire les terroristes partent du Mali. Quand le Niger parle, c'est le Mali qui est incriminé. Quand le Burkina parle, c'est le Mali qui est incriminé. Ça veut dire que nous sommes vraiment le ventre mou et que c'est sur ça qu'il faut faire des efforts. C'est-à-dire il est impératif que nous ayons une armée au point et tout notre discours doit porter sur comment avoir cette armée au lieu effectivement de tirer sur le pompier comme le fait souvent Étienne. Étienne, le Burkina. Ce que je dis, c'est que la signature des conventions, moi je n'en crois pas du tout. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, chaque fois, c'est des grands discours, mais derrière, on ne voit pas l'argent. Et quand l'argent vient, c'est détourné par des circuits. Mais il était Mais là aussi, est-ce qu'il ne faut pas... Parce qu'il faut que les pays aient des capacités d'absorption. On peut avoir des projets, mais il faut avoir l'intelligence pouvant de traduire ces projets en argent, en projets viables, concrets sur le terrain. Non. Ça aussi, des projets aujourd'hui, je peux te dire que des projets aujourd'hui, les jeunes diplômés n'en manquent pas. Des projets aujourd'hui, je peux te dire qu'on peut en trouver une tonne. Mais aujourd'hui, la question toujours, c'est la question de gouvernance de nos États. Et aujourd'hui, c'est cette question qui doit être réglée définitivement. Donc, je suis d'accord avec vous que les partenaires font ce qu'ils peuvent, mais qu'au-delà de ça, nous avons notre responsabilité aussi de faire en sorte que les dons que nous avons, les subventions que nous avons, même si je suis contre toute forme de subvention parce que ça entraîne la paresse, ça entraîne la médiocrité et tout cela, que nous devons mettre l'accent sur nos propres efforts. Même si cela est vrai, aujourd'hui, il est clair que
Nous devons sortir de cette main tendue-là. Parce que dans nos administrations, souvent, il y a des fonds qui sont reversés au Trésor parce qu'il n'y a pas cette intelligence de pouvoir traduire en actes concrets les projets. Oui, ça c'est malheureux parce que c'est le délai et c'est les lourdeurs administratives qui font ça. Étienne a un think tank économique qui est très subventionné. Oui. Mais finalement... On ne savait pas ça. Oui. Voilà. Non, pour revenir au Burkina et disons à la sécurité au Sahel, c'est vrai, c'est à déplorer le fait que si vous écoutez les Nigériens, ils disent nous n'avons pas les soutiens internationaux que le Mali a, mais nous avons tous les problèmes. Sur le nord du Mali, je voulais rebondir. Sur le nord du Mali, comme QG des terroristes, c'est vrai que ça pose problème. Ça dépend, officiellement, vous savez ce qui s'est passé à l'époque, il y a une dizaine d'années, le nord du Mali était un entrepôt d'otages. C'est-à-dire on a amené les otages là pour que tout le monde puisse discuter. Mais il faut aussi relativiser les choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a eu un machin qui était en Algérie qui n'a jamais fonctionné, qui s'appelait le CEMOC. On a aujourd'hui le G5 qui n'a jamais fonctionné. Il faut quand même pouvoir dire que les autres pays aussi sont co-responsables. C'est-à-dire que le droit de poursuite existe. Le Mali n'a pas à lui seul les moyens de lutter contre le terrorisme sur son territoire. Et que les autres pays puissent s'unir pour pouvoir lutter contre le terrorisme sur le territoire malien, sur le territoire mauritanien. On a 30 secondes pour conclure l'émission, Adam. Oui, non, juste un mot pour conclure. C'est pour la complexité de l'affaire, c'est que le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. Ok. Le sud de l'Algérie, donc c'est sur ce que va prendre fin ce numéro du débat du dimanche. Mais avant de boucler, nous entrons dans la 3e semaine de la disparition de notre confrère Birama Touré. Et pour vous rappeler qu'à la demande de la Maison de la Presse, un comité de soutien a été mis en place et que pour l'enquête, Maître Mamadou Ismaël Konaté s'est donc constitué dans le cadre de l'enquête suite à cette disparition, oui, avec d'autres avocats bien sûr, un comité de soutien présidé par Kassim Traoré. C'est ce qui met donc fin à ce débat du dimanche. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Kalambri, directeur de publication des Échos, Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, et Serge Janel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.